Bonjour à tous et merci d'écouter la CRTV. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. En plein 21e siècle, au moment où semblent se dessiner toutes les projections et tous les cheminements concernant l'Afrique et sa place dans le monde, c'est un sommet entre le continent et les États-Unis qui vient relancer le débat sur la place de Washington en Afrique. Exploitation des ressources naturelles, droits de l'homme, gouvernance, démocratie, lutte contre le terrorisme. La trajectoire géostratégique du pays de Barack Obama est chargée sur le continent noir. Barack Obama qui avait alors, en 2014, lancé le premier sommet États-Unis-Afrique, ce qui avait toute l'allure des prémices d'une nouvelle considération du continent noir par son pays. Mais Donald Trump, son successeur, avec sa rhétorique de pays de merde, au prétexte du slogan America First, l'Amérique d'abord, était passé par là. La rupture semblait si longue, mais Joe Biden, l'actuel président, est revenu. Mais à y voir la subtilité dont font preuve souvent les démocrates dans leur politique étrangère, faut-il s'inquiéter de ce réveil états-unien? L'Afrique compte-t-elle vraiment pour les États-Unis? États-Unis en Afrique, quel projet géostratégique? C'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le docteur Noah Dzimbi, analyste en stratégie internationale, auteur de La Russie face aux Occidentaux en Afrique pour un arrimage des Africains aux enjeux de puissance post-bipolarité, ouvrage publié aux éditions Harmattan. Bonjour, docteur Noah Dzimbi. Bonjour, monsieur Aruna. Merci bien d'être en ligne avec nous de Yaoundé. Avec nous également de Yaoundé, docteur Delmas Safak, bonjour. Bonjour. Vous êtes internationaliste et analyste principal en gouvernance au Nkafu Policy Institute. Vous avez dirigé le Cameroun et les grandes puissances, trajectoires et dynamiques de coopération aux éditions Harmattan et le petit État en relations internationales entre vulnérabilité et aspiration à la puissance aux éditions Generish Publishing. Toujours en lien avec nous, le docteur Fabrice Noah, bonjour. Bonjour Abdias. Géostratège, auteur de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié avec le docteur Séverin Tchokonte aux éditions L'Harmattan. Première question, docteur Noah Dzimbi, que représente l'Afrique dans la géopolitique et la géoéconomie américaine? Les statistiques de 2022 démontrent que l'Afrique regorge d'importants gisements de matières premières, estimés à 30% de réserves mondiales, et dispose aussi de 60% de terres arables, mais aussi d'écosystèmes favorables pour des politiques industrielles et à une main-d'œuvre jeune. Ainsi, tout État qui souhaite s'imposer sur la scène mondiale ne peut le faire sans intégrer l'Afrique dans sa politique étrangère, le continent étant présenté comme étant le continent d'avenir. Ainsi, lorsqu'on s'appesantit sur l'actuelle politique africaine des États-Unis, l'Afrique contribuerait à une réaffirmation du leadership américain sur l'espace mondial, tant en termes géopolitiques que géoéconomiques vis-à-vis du concurrent américain de plus en plus menaçant. Docteur Fabrice Noah, réaction? Alors, l'Afrique représente en réalité un objectif essentiel. C'est un objectif dans la volonté des États-Unis, certainement on reviendra dessus, de combattre le terrorisme. Vous savez, les Américains généralement identifient ou assimilent la sécurité nationale, la sécurité de leur territoire à la sécurité globale. Et donc ils estiment que s'il y a un élément qui met en danger la sécurité des États-Unis, forcément c'est la sécurité mondiale qui est mise en danger. Et donc effectivement, vous avez aujourd'hui le phénomène terroriste qui a pris beaucoup de terrain en Afrique, et donc les États-Unis aujourd'hui sont un peu
obligés de se projeter sur le continent africain justement en vue de pouvoir combattre ce phénomène-là, ou du moins repousser la menace ou empêcher que cette menace arrive au niveau de ses frontières. Vous avez aussi des éléments qui sont tout simplement géopolitiques, ou si vous voulez, du ressort justement de la projection des armées. Les Américains sont, vous savez qu'ils ont des commandements sur tous les continents. Vous avez donc AFRICOM qui a été mise en place et qui est justement cette force-là qui va permettre la projection des forces américaines sur le territoire africain. Et donc, quand les Américains déploient la politique étrangère en Afrique, c'est dans cet objectif-là également de garder cette capacité-là de projection. Vous savez que les États-Unis ont quelques bases, les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec les pays africains, justement en vue de pouvoir bénéficier d'une capacité de projection, n'est-ce pas, par exemple au Moyen-Orient à partir de l'Afrique de l'Est, peut-être aussi dans le golfe de Guinée à partir de quelques pays avec lesquels ils ont une coopération. Et donc, l'obligation aujourd'hui des États-Unis, c'est de s'installer durablement en Afrique pour pouvoir effectivement garder cette capacité de projection-là. Vous avez aussi les questions économiques, bien évidemment. Vous avez la GOA, vous avez donc des marchés, des zones d'influence. Vous savez qu'un des objectifs des États-Unis, justement, à la fin de la guerre froide, c'était de mettre un terme, c'était peut-être même un peu avant, au patronage exclusif. Il fallait justement remettre en question les certitudes géopolitiques et donc rabattre les cartes géopolitiques. Et donc, cette offensive-là, ou ce réveil-là, effectivement, s'explique par ces différentes raisons. Docteur Delmas Tafak, par quel mécanisme politique les États-Unis déroulent-ils leurs projets géostratégiques en Afrique? Les États-Unis semblent pour moi être un peu en retard en Afrique par rapport à d'autres puissances. Ils viennent actuellement pour contrecarrer surtout la présence accrue de leurs deux ennemis jurés, la Chine et la Russie. Sur le plan politique, les États-Unis soutiennent la démocratie et les droits de l'homme. Ce mécanisme me semble un peu voué à l'échec s'ils veulent vraiment contrecarrer les adversaires chinois et russes qui, eux, ne pensent pas à ces éléments de démocratie et de droits de l'homme et ne pensent qu'au business et investissent massivement sur le continent. Et le continent a besoin de ces investissements pour décoller. Les États-Unis conditionnent beaucoup leur action sur le continent, ce qui, pour ma part, ne peut pas bien marcher. Avec un mécanisme de libre-échange comme la GOA, les États-Unis l'utilisent comme un élément de chantage aux pays africains. Et les pays soupçonnés de violer les droits de l'homme sont suspendus de la GOA. Les États-Unis viennent de signer un mémorandum d'entente avec la zone de libre-échange africaine. On attend de voir ce que cela va donner. Alors, docteur Fabrice Noah, le docteur Delmas Tafak le disait, la démocratie est l'une des valeurs occidentales défendues par la diplomatie des États-Unis. C'est pourtant une ressource géostratégique, non? Oui, c'est vrai que c'est un débat sur lequel il est important de revenir et qu'on ne peut pas trancher définitivement. Il faut reconnaître que dans votre question, vous avez tout à fait raison. La démocratie telle qu'elle nous est vendue par les pays occidentaux est un élément géopolitique, est une ressource géostratégique, en ce sens, non pas qu'elle n'ait d'aucun bénéfice pour les pays africains, mais je dis que vous avez quand même une sorte de paradoxe qui est au cœur de la promotion de la démocratie en Afrique. Vous avez un pays comme les États-Unis qui va soutenir la démocratie, qui va encourager les pays à ouvrir le champ politique, à promouvoir les libertés publiques, mais vous verrez les mêmes États-Unis avoir de très bons rapports avec des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Ouganda, des pays comme la Guinée équatoriale, en fait tous ces pays, n'est-ce pas, vous en connaissez mieux que moi, qui ont des difficultés justement à s'ouvrir démocratiquement. Et donc c'est un peu une sorte de démocratie à la carte, ou si vous voulez une sorte de démocratie à tête chercheuse en réalité. Donc c'est vrai que c'est une ressource géostratégique, c'est une ressource que les États-Unis brandissent au gré de la préservation de leurs intérêts. Mais c'est pas les États-Unis qui ont le monopole de cette instrumentalisation de la démocratie. Vous avez la France également, vous avez en fait toutes les grandes puissances aujourd'hui, elles instrumentalisent la démocratie quand celle-ci va dans le sens de leurs intérêts. Vous avez
le livre que nous avons commis, le Dr Séverin Tchokonté et moi, sur la géostratégie de la démocratie et la gouvernance des industries extractives, dans lequel justement vous voyez effectivement comment la démocratie peut constituer une ressource géopolitique pour les grandes puissances. Alors, Dr Noah Edzimbi, quel est le mécanisme économique du projet géostratégique des États-Unis en Afrique? Pour ce qui concerne le moyen ou bien les moyens économiques, les États-Unis entretiennent des relations avec des pays africains par un certain nombre de programmes, à l'exemple de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA comme sigle. Si l'on prend l'exemple des relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique, particulièrement l'Afrique centrale, il s'est constaté un impact évident de ces échanges dans les exportations en provenant de l'Afrique centrale, qui ces échanges ont augmenté de plus de 486% en 2013, passant de 559 183 tonnes en 2000 à 3 282 064 tonnes en 2013, ce qui a créé de l'emploi de manière conséquente dans ces États-là, dont la plupart se retrouvent dans, bien sûr, le secteur de l'habillement et de l'industrie. Alors, Dr Fabrice Noah, par quel pilier sécuritaire jusqu'ici les États-Unis déroulent-ils leur projet géostratégique sur le continent noir? Alors, le pilier sécuritaire qui va sous-tendre le projet géostratégique des USA en Afrique, ça va être essentiellement le pilier, si vous voulez, la lutte contre le terrorisme. En réalité, c'est sous le prisme de la lutte contre le terrorisme que vous allez aujourd'hui, que peut s'expliquer le déploiement américain sur le territoire africain. Donc, c'est pour ça que vous voyez les États-Unis présents à la fois sur la corne de l'Afrique, en Afrique, dans le golfe de Guinée, et peut-être aussi un peu, en fait, dans chaque territoire où il y a le risque terroriste est présent. En fait, les États-Unis sont là au nom justement de la lutte contre le terrorisme. Et donc, c'est le principal pilier sécuritaire du projet géostratégique des États-Unis en Afrique. Mais vous avez aussi une coopération sécuritaire qui va relever un peu des routines diplomatiques. Vous avez aujourd'hui les États-Unis qui ont dans le complexe militaro-industriel un certain nombre d'armes, un certain nombre d'équipements qu'il faut pouvoir vendre à un certain nombre de partenaires africains. Et donc, les États-Unis sont aussi présents sur le continent africain du point de vue sécuritaire pour, n'est-ce pas, faire du business, n'est-ce pas, vendre ses armes et donc trouver des débouchés justement à l'industrie militaire américaine qui est une des plus performantes en réalité. Donc je pense que ce sont ces deux piliers. Alors, docteur Delmas Tsafak, je reviens à vous. Les Chebab en Somalie, AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Sahel, Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, les États-Unis ne sont-ils pas condamnés à prendre l'Afrique au sérieux? Avec la relance Biden, comprennent-ils enfin la notion de la puissance des faibles? Comment vont-ils s'y prendre? Je pense que le problème du terrorisme et d'extrémisme violent en Afrique est à prendre très au sérieux par les puissances qui veulent coopérer avec le continent. En Somalie, contre les Chebab et dans une certaine mesure au Sahel, les États-Unis sont très impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Au lac Tchad, les États-Unis sont de moins en moins présents actuellement avec le motif de violation des droits de l'homme. Ils ont retiré leurs instructeurs du Nord Cameroun et réduit la fourniture en armes et en matériel roulant. Ce désengagement n'est pas bénéfique pour les États-Unis. Le terrorisme ayant quelque peu migré du Moyen-Orient vers le Sahel, les États-Unis, grands combattants antiterroristes, doivent investir en militaire et en financement contre l'extrémisme violent et le terrorisme sur le continent africain. Alors, docteur Noah Edzimbi, comment les États-Unis vont-ils consolider ou renforcer leur influence sur le continent noir dans un contexte où les puissances émergentes gagnent en intensité? Les États-Unis utilisent différents moyens, partant du militaire,
du culturel, de l'économique, du politique, etc. pour arriver à leur fin géostratégique en Afrique. Pour ce qui est du moyen culturel, les médias sociaux leur octroient ici une avance sur d'autres acteurs étrangers. Entre autres, comme moyen culturel, l'on peut faire allusion ici à la diplomatie sportive avec la création, entre autres, de la Basketball African League, renforcée par la National Basketball American Africa, la NBA africaine, on peut dire, sur le sol africain qui, cette dernière, est chargée de développer le business de la NBA sur le continent. La Basketball African League, quant à elle, regroupe les meilleures équipes de clubs de basketball africains qui s'affrontent pour promouvoir le sport et stimulent la croissance économique tout en permettant aux Américains de découvrir des talents en devenir. Parallèlement aussi, comme moyen culturel des Américains, le 7e art n'est pas en reste. En effet, en plus d'être une importante industrie économique, le cinéma est aussi un moyen d'expression pour les Américains afin de présenter leur vision du monde et leur imaginaire. Il a la capacité, si l'on peut dire, non seulement de structurer le temps et l'espace de manière à produire une réalité ressemblant au monde accessible à la perception naturelle que les Américains se construisent, se donnent et essaient de transposer chez autrui, mais aussi de susciter des réactions affectives intenses vis-à-vis des États-Unis. Ainsi, les réalisations cinématographiques ont une influence conséquente sur le plan psychologique, social et politique de tous citoyens, particulièrement les citoyens africains. Pour ce faire, Hollywood met constamment en valeur les principes culturels partagés par les Américains en Afrique et dans le monde. Aussi, en plus de l'expansionnisme culturel, mieux la domination par le biais de la culture, Hollywood, on va dire ici, construit dans une certaine mesure les intelligences en Afrique. Ceci peut se constater au niveau de la jeunesse africaine qui de plus en plus aspire à des modèles venant du pays de l'oncle Sam, qui véhiculent par le cinéma américain des modifications de leur contexte socio et politique, profitant d'une certaine manière aux États-Unis en vue de la réalisation de leurs projets géostratégiques en Afrique. Alors, Dr Fabrice Noah, dans ce contexte précis, il faut s'attendre à une véritable guerre froide sur notre continent? On ne peut pas estimer qu'il s'agira véritablement d'une guerre froide. C'est vrai que la présence de ces puissances absolument rivales peut être une chose d'instabilité, mais je pense qu'on ne peut pas estimer, ou si vous voulez, se mettre dans une sorte de déterminisme sécuritaire qui voudrait que dès que 2 ou 3 puissances absolument rivales se retrouvent sur un territoire, il y aura forcément une déflagration, il y aura forcément une conflagration, il y aura forcément un conflit. Je pense que c'est à ce niveau, effectivement, que les pays africains doivent faire preuve de leadership. Parce que si les pays africains font preuve de leadership et surtout s'ils réussissent, n'est-ce pas, à garder la main sur la coopération entre eux et les États-Unis, l'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Russie ou toute autre puissance, je crois que les pays africains gagneraient à vraiment tirer leur épingle du jeu de chacune des expériences, si vous voulez, de chacune des relations en réalité. Donc, on peut pas estimer que ça va forcément être la conséquence de cette présence ne va pas forcément être la guerre ou le renforcement de l'insécurité. Ça, ce sera possible seulement si on se retrouve dans la même configuration qu'à la guerre froide. Mais je pense qu'avec des États forts, des États africains forts et surtout une Union africaine qui sera capable, à un moment, avec les pays africains, de redéfinir justement ces rapports
avec ses partenaires et surtout mettre en avant un calendrier qui, ma foi, permettrait de préserver les intérêts de l'Afrique et surtout de mettre un peu d'équilibre dans cette relation-là entre l'Afrique et les États-Unis, entre l'Afrique et la Chine, entre l'Afrique et la Russie. Effectivement, on pourrait éviter d'avoir une situation similaire à celle de la guerre froide. Alors, docteur Delmas Tsafak, que gagne en réalité l'Afrique en signant un partenariat avec les États-Unis? L'Afrique, pour moi, ne gagne pas grand-chose sur l'investissement des États-Unis en Afrique. Si l'investissement des États-Unis en Afrique reste très conditionné comme il est actuellement, les États-Unis doivent s'investir sérieusement en Afrique pour que l'Afrique gagne quelque chose dans ce partenariat. Si les États-Unis convoquent ce sommet seulement dans le but de contrecarrer les adversaires chinois et russes sur le continent sans intensifier les investissements, pour moi, c'est un échec et ça sera peine perdue. Alors, docteur Fabrice Noah, l'exploitation des ressources naturelles est justement l'une des priorités de l'Afrique face aux États-Unis. On peut parler enfin de la part des dirigeants africains d'une stratégisation de ces ressources-là. Il faut être optimiste. Ce sera gagnant-gagnant. Oui, les États-Unis ont toujours formulé un certain intérêt pour les ressources africaines. Vous aviez le pétrole, n'est-ce pas, avec l'ambition des États-Unis de se, entre guillemets, désengager progressivement du Moyen-Orient pour se réorienter vers l'Afrique. Vous avez cette volonté donc pour les États-Unis également de se retrouver dans l'exploitation d'un certain nombre de ressources stratégiques. Vous avez d'autres ressources, l'or, le diamant, le coltan, et voilà, une diversité de ressources, et le cuivre, le manganèse, etc. Vous avez ces ressources donc qui intéressent également les États-Unis. Et vous avez un institut de géologie minière qu'on appelle le US Geological Survey qui mène dans des études prospectives, n'est-ce pas, on va même dire des études poussées sur le potentiel minier africain, et ça, ce n'est pas sans intérêt, sans arrière-pensée. Et donc, on peut estimer que pour les États-Unis, les ressources africaines représentent, n'est-ce pas, une valeur, ou si vous voulez, des éléments, des produits à haute valeur stratégique. Et donc, il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, d'une stratégisation de ces ressources. Maintenant, faut-il être optimiste ou non? La question que vous posez, c'est un peu comme si vous demandiez à une femme qui est désirée par plusieurs hommes si elle doit en être heureuse ou pas. Dans tous les cas, je pense que ça dépend de ce qu'on crée comme capacité derrière, vous savez. Donc, si vous avez cette convoitise-là américaine, il ne faut pas juste vous contenter et vous dire, voilà, c'est très beau parce qu'on me désire. Le désir est toujours sous-tendu par une intention. Et donc, il faut que les pays africains, effectivement, identifient les objectifs américains et trouvent le moyen, justement, de tirer parti de la coopération avec les États-Unis. Nous l'avons toujours dit et nous savons que c'est l'élément essentiel. Il faut une industrialisation, ou si vous voulez une mécanisation, voilà, une industrialisation du secteur minier, du secteur pétrolier. Il faut qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait des chaînes de valeur qui soient créées en Afrique, parce que si on commence effectivement à transformer nos produits sur place, je pense que la relation avec les États-Unis comme avec les autres puissances basée sur l'exploitation de ces ressources sera tout à fait différente. Donc je crois qu'il faut qu'on tire le maximum de bénéfices de cette relation-là, et je pense qu'un des moyens d'y arriver effectivement, c'est de développer une nouvelle philosophie, n'est-ce pas, en matière d'exploitation des ressources, qui fera non plus qu'on les exploite et qu'on les exporte à l'état brut, mais qu'on fasse au moins une transformation primaire, et avant de les exporter. Je pense que là, on pourrait quand même tirer quelques bénéfices supplémentaires de l'exploitation de nos ressources. Vous restez avec nous, docteur Fabrice Noah. À l'ouverture du sommet, les États-Unis ont promis tout de suite 55 milliards de dollars à l'Afrique sur 3 ans à compter de 2023. Ce genre d'aide a toujours été un instrument géopolitique et même géostratégique. Quel est votre commentaire? Oui, l'aide, vous savez, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Je le disais encore sur notre plateau dernièrement qu'il faudra effectivement que les États-Unis mettent quelque chose sur la table. Si ils veulent séduire de nouveau les pays africains, vous avez annoncé donc 55 milliards sur 3 ans.
C'est vrai que comparé à ce que certaines puissances comme la Chine mettent sur le continent, ça peut paraître minime, mais je pense que il y a un projet derrière. C'est le projet justement pour les États-Unis de rassurer les Africains, de leur indiquer qu'ils sont toujours présents et surtout de leur faire comprendre que oui, les États-Unis ont de l'intérêt pour vous, ne vous inquiétez pas, vous êtes beau et voilà. Moi, ce que je peux dire maintenant, c'est que on ne devrait pas fermer totalement la porte à ce type d'aide, à ce type de soutien. Je préfère dire comme cela. Ce qu'il faut faire, donc, je pense, c'est de transformer cette aide, de revoir les mécanismes d'octroi de ce genre d'aide. Est-ce que c'est des aides finalement qui nous mettent dans une spirale de l'endettement, comme l'aide publique au développement de beaucoup d'autres pays? Est-ce que c'est une aide qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre dans l'utilisation de cet argent? Quel est le niveau de marge de manœuvre dont nous allons bénéficier? Est-ce que c'est une aide, par exemple, qui va pouvoir bénéficier au secteur stratégique de notre économie qui seront définis par nous-mêmes. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut voir. Et je crois que si on a une marge de manœuvre suffisante, parce qu'il faut le reconnaître, il n'y a pas de pays qui finance son économie à 100% par des moyens propres. Vous voyez, il faut parfois aller sur les marchés financiers, il faut parfois faire des emprunts, n'est-ce pas, auprès de partenaires étrangers. Mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est de réfléchir à la nécessité de faire cet emprunt, de concrétiser cet emprunt-là et surtout de pouvoir disposer d'une marge de manœuvre suffisante, n'est-ce pas, dans l'utilisation de ces moyens. Je crois que c'est peut-être comme cela que l'Afrique pourra définitivement tirer, n'est-ce pas, son épingle du jeu stratégique, effectivement, dans lequel se retrouvent les puissances sur son continent et donc particulièrement dans ce cas les États-Unis. Dernière question, Dr Noah Dzimbi. Les nouvelles priorités de l'Afrique face aux États-Unis sont connues. Par quelle stratégie notre continent peut-il s'arrimer à la notion de puissance post-bipolarité? Les ambitions des pays d'Afrique doivent reposer sur une logique d'éveil stratégique et de recadrage géopolitique dans le cadre de la coopération avec les États-Unis et aussi avec d'autres puissances étrangères afin de favoriser l'appropriation par les Africains et les États africains de nouveaux concepts de développement, de puissance et de sécurité. La naissance industrielle des États africains passe dès lors par la construction de systèmes productifs locaux pour espérer une industrialisation durable. En outre, l'importance de la proximité entre lieux de production et lieux d'innovation pour des questions de préservation de la souveraineté et de création de valeur sur les différents territoires nationaux africains de l'Afrique doit être pris en compte par les promoteurs d'une société post-africaine et dans les relations établies avec les puissances occidentales, les puissances émergentes et ici en particulier les États-Unis d'Amérique. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle le Dr Noah Dzimbi que vous êtes analyste en stratégie internationale, auteur pour ce qui nous concerne de La Russie face aux Occidentaux en Afrique pour un arrimage des Africains aux enjeux de puissance post-bipolarité, ouvrage publié aux éditions Harmattan. Merci également Dr Fabrice Noah. Je rappelle que vous êtes géostratège, auteur de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Merci enfin au Dr Delmas Tsafak, internationaliste au Nkafu Policy Institute. Vous avez dirigé le Cameroun et les grandes puissances, trajectoire et dynamique de coopération, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, et vous avez également dirigé le petit État en relations internationales entre vulnérabilité et aspiration à la puissance aux éditions Generis Publishing. Merci à vous trois d'avoir été en ligne avec nous de Yaoundé. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. À samedi 10h pour une nouvelle édition. Au revoir.